Pour ce 9e épisode de Sur les routes de la sociologie, on accueille une chercheuse qui connaît le monde du spectacle, mais pas seulement depuis la salle. Marjorie Glas a d'abord travaillé comme administratrice de compagnie de théâtre, avant de devenir socio-historienne. Elle a mené une thèse sur le rapport entre les classes populaires et le théâtre sous la direction de Gérard Noiriel, publié un livre qui a fait grincer quelques fauteuils rouges. Travaillé comme chargée d'études au Comité régional des professions du spectacle d'Auvergne-Rhône-Alpes, et la voilà aujourd'hui maîtresse de conférences en art du spectacle. Bref, Marjorie a enchaîné plusieurs rôles et ses scènes à elle sont faites d'archives, d'entretiens et d'observations. Dans cet épisode, on explore son parcours, ses recherches et sa façon d'exercer le métier de sociologue au sein du monde artistique. Ma première question, c'est est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? En quelques mots, je suis Marjorie Glas, j'aime bien me qualifier de socio-historienne puisque c'est le courant dans lequel je me suis construite en tant que chercheuse et je suis actuellement, pour encore 2 mois, chargée d'études au sein du Comité régional des professions du spectacle, en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire une socio-historienne? Alors, une socio-historienne, c'est quelqu'un qui va mobiliser dans son travail de recherche tout à la fois les outils de la sociologie et de l'histoire, en faisant le pari que les problèmes de recherche qui sont les nôtres et qu'on identifie au présent prennent leur source, en fait, sont le résultat de constructions sociales et historiques, et que du coup, il y a l'idée de revenir en arrière, de retracer la genèse de ces problèmes, de ces problématiques, de ces situations, parfois en remontant très très loin dans le temps. Alors moi, je suis remontée dans mes travaux à l'après-guerre, mais il y a des socio-historiens qui remontent pour le coup sur 2 siècles. Voilà, hein, donc on est un peu dans la logique un peu des travaux de Norbert Elias, enfin vraiment dans cette idée-là de travailler sur le temps long. Et on mobilise du coup les outils de l'histoire, c'est-à-dire un travail sur archives que moi j'essaye de mobiliser toujours en articulation avec un travail d'entretien que je peux faire justement avec les acteurs et actrices historiques, enfin, de l'histoire que j'analyse. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qui t'a conduit à faire une thèse en Mmh. socio-histoire, donc, sur la relation entre les classes populaires et le théâtre? Alors le sujet, il s'est imposé pour moi plutôt par une expérience professionnelle que j'ai eue, puisque avant de faire une thèse, pour le coup, j'ai été administratrice d'une compagnie de théâtre. J'avais plutôt fait le choix, moi j'ai eu un parcours, j'ai fait Sciences Po, puis après j'ai fait une école qui s'appelle l'ENSAT, qui est l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, qui forme aux différents métiers du théâtre. Et moi je m'étais engagée vers le métier d'administratrice. C'est un engagement qui reposait sur moi à la fois pour la passion du théâtre que j'avais découvert à travers la pratique amateur à l'université. J'ai découvert assez tardivement le théâtre en fait, et qui correspondait aussi aux aspirations militantes qui étaient les miennes. J'avais le sentiment, en tout cas, je me suis engagée dans ces métiers en me disant que le théâtre avait la capacité de changer le monde ou de décaler un peu le regard qu'on avait sur le monde. Donc raison pour laquelle j'ai suivi ces études. Mais j'avais toujours gardé un goût pour la recherche. J'avais quand même hésité un petit peu entre le monde culturel, le monde de la recherche. J'ai fait ces études-là, finalement. Je me suis engagée donc ensuite comme administratrice dans une compagnie de théâtre. Et ce qui m'a ramenée vers la recherche, c'est le désenchantement qui a été le mien au sein du monde culturel, puisque j'ai réalisé que cet univers culturel était beaucoup plus orienté vers des enjeux professionnels propres, autour des enjeux de création, autour des questions de reconnaissance, de consécration qu'on pourrait obtenir à travers une pièce, et qu'au fond la question du public était finalement assez subalterne, secondaire dans les débats qui nous travaillaient nous professionnels de la culture. Et ça a provoqué chez moi un désenchantement, puisque évidemment si on a envie de changer le monde, la question du public elle aurait dû être un peu centrale. Et je crois que c'est ce désenchantement qui m'a amené en tout cas à me réorienter vers la recherche, qui était ma seconde passion en quelque sorte. À me réorienter donc vers la recherche. Pourquoi la socio-histoire ensuite? Alors c'est un effet de conjoncture pour le coup. Moi j'avais fait des études de sciences politiques, mais dans un IEP où on avait plutôt une formation globale aux sciences sociales et où j'avais eu des cours de sociologie de la culture qui m'avaient beaucoup marqué. Donc j'étais plutôt orientée politique publique ou sociologie. Et au moment où j'ai voulu faire une thèse, je venais de lire l'ouvrage de Gérard Noiriel qui s'appelle Histoire, théâtre, politique et que j'ai adoré, qui me parlait beaucoup. Et donc c'est lui que je
suis allée voir pour faire une thèse. Pour le coup, j'ai oublié de préciser qu'en parallèle de mon travail d'administratrice, j'avais poursuivi un master de recherche à l'EHESS où j'avais suivi son séminaire. Et du coup, voilà, la lecture de ce livre et puis ce séminaire de socio-histoire, moi, m'avait beaucoup plu. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis allée le voir et je me suis embarquée dans cette méthodologie-là. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quels sont les grands résultats de ton travail socio-historique et notamment le fait finalement que le public du théâtre n'est plus le public des classes populaires? Mmh. Alors en fait, j'ai fait le choix de remonter à la Seconde Guerre mondiale justement, qui est le moment l'après-guerre en tout cas, qui est le moment où, va se constituer une catégorie d'intervention publique spécifique autour de la notion de la catégorie du théâtre public, hein. C'est-à-dire qu'il y a un théâtre public qui se distingue de ce qu'était le théâtre précédemment, donc qui est renvoyé désormais au théâtre privé. Hem Et je suis remontée à cette époque-là parce que c'est une époque où ce théâtre public, cette catégorie d'intervention publique se fonde sur deux piliers fondamentaux. D'un côté, l'idée qu'il faut financer le théâtre pour permettre en tout cas des endroits d'expérimentation, ou en tout cas assurer une exigence artistique qu'on ne retrouve pas dans le secteur commercial privé. Et puis l'autre pilier fondamental de ce théâtre public, c'est la question de la démocratisation culturelle, de l'élargissement des publics, voilà, qui est marqué par cette idée que le théâtre a un rôle social à jouer, un rôle spécifique à jouer. Alors ça peut être un rôle social, civique, éducatif, en fonction des périodes. Donc je suis remontée à cet endroit-là et moi j'avais envie de comprendre du coup comment on en était arrivé à cette contradiction d'un théâtre avec des discours, des éditos, etc., qui passent leur temps à parler du rôle rassembleur, démocratique, du public, etc. Et puis la réalité dont je parlais tout à l'heure, qui montre que le théâtre est complètement recentré en fait sur des enjeux très propres, très professionnels. Et donc ce que je montre, parce qu'en fait l'historiographie un peu du théâtre fait souvent état d'une coupure qui se serait posée entre la création et l'animation, c'est-à-dire la création et la question du public en 59 au moment de la création du ministère des Affaires culturelles. Alors c'est une réalité. Ce que je montre en fait, c'est que c'est beaucoup plus cette coupure entre création et public. En fait, elle prend beaucoup plus de temps et elle se réalise uniquement quand, à partir du moment où les acteurs du théâtre eux-mêmes, les acteurs du théâtre public eux-mêmes, vont s'approprier cette séparation et vont l'assumer en tout cas dans leur pratique et vont petit à petit dénigrer ou en tout cas mettre sur un pan secondaire la question de la recherche du public et spécifiquement la question des classes populaires. Et ce que je montre dans mon travail, en fait, c'est que ce mouvement, il est lié à l'institutionnalisation du secteur, c'est-à-dire à la montée en puissance des pouvoirs publics. C'est très paradoxal, mais c'est lié à la montée en puissance des pouvoirs publics est lié également à la professionnalisation du secteur qui contribue à une division du travail de plus en plus poussée. Et ce que je montre, c'est qu'en fait, au tournant des années 70, l'institutionnalisation du secteur, en fait, va contribuer à construire des carrières de directeurs et de directrices de théâtre qui va se forger principalement autour des enjeux de création et non plus sur la capacité à faire venir un public diversifié. Donc c'est ça que j'essaye de montrer, en tout cas, c'est ce mouvement de bascule qui s'opère dans les années 70 et ce qui permet aussi de montrer que parfois on a une lecture de l'histoire, on a le sentiment que c'est les politiques publiques qui font l'histoire. Ben non, ce qui fait l'histoire, c'est comment les acteurs destinataires de ces politiques publiques s'emparent de ces politiques publiques ou non, et comment là dans le cas du théâtre, une fraction du théâtre public, qui était la fraction dominante, a contribué à co-construire en fait avec les pouvoirs publics une véritable séparation et surtout une puissance peu contestée des artistes qui va se faire au détriment des métiers, de l'animation, de la mise en relation avec les publics, etc. Tu es aussi une professionnelle, tu as travaillé pour des organismes comme le COREPS. Est-ce que du coup, tes travaux ont trouvé une réception? Tu as parlé de conception dominante du théâtre. Est-ce qu'il y a aussi pour le dire un peu schématiquement, des alternatives où justement la question des publics populaires est davantage pensée?
Alors, ce que je peux dire sur la réception du livre, donc cette thèse, je l'ai soutenue en 2016, elle a été publiée en 2023 dans sa version remaniée. Ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, le livre a été le livre a été publié chez Agone, donc ce qui permet de toucher aussi une fraction un peu spécifique du monde du théâtre. Donc, il a beaucoup été diffusé dans le milieu de l'éducation populaire. Et c'est plutôt là que j'ai eu les premiers retours sur mon travail, ce qui était d'ailleurs assez chouette. Et puis aussi de la part de compagnies, c'est-à-dire plutôt des fractions dominées en fait du champ du théâtre public, qui voyaient dans mon livre des outils aussi pour réclamer une meilleure répartition de l'argent public, l'injustice aussi en tout cas de leur mise de côté, de leur mise au pas historique. Donc ça, c'était la première chose. Et puis, ce qui a permis au livre de se diffuser ensuite plus largement, c'est que j'ai eu un article dans Le Monde. Alors, je le souligne pas pour dire j'ai eu un article dans Le Monde, c'est génial, mais plutôt parce que ce qui était intéressant, c'est que la journaliste qui m'a contactée, c'est la journaliste qui habituellement couvre plutôt le théâtre privé, le one-man show, etc. Et je me suis demandé si elle voyait pas dans le livre, elle aussi, un moyen d'avoir une espèce de revanche sur ses amis critiques qui traitaient plutôt du théâtre public. Voilà, pour en tout cas mettre en avant les difficultés liées, en tout cas, d'accès au théâtre pour les classes populaires. Et là, évidemment, l'article dans Le Monde m'a permis, en tout cas, de toucher ou de diffuser l'ouvrage plus largement, et puis plutôt auprès des fractions aussi plus dominantes du théâtre public, très institutionnel. Et là, ça a été une réception extrêmement contrastée entre des directions qui font leur autocritique et qui considèrent qu'il y a un malaise et qu'au contraire on est dans une période où il faut retravailler absolument urgemment la question de la relation aux classes populaires, contexte post gilets jaunes, mais aussi de montée de l'extrême droite, etc., de fortes critiques aussi posées à l'endroit du théâtre public quant à son incapacité aussi à toucher les classes populaires. Et puis de l'autre côté, évidemment, sans doute, parce que le livre pointe aussi les rapports de domination tels qu'ils se sont institutionnalisés, et puis donc il y a eu évidemment aussi des directions, mais aussi des syndicats d'employeurs qui n'ont pas extrêmement bien réagi face au livre. J'ai même été un peu convoquée à certains moments. Voilà. Pour moi, ça n'a pas été un exercice facile de naviguer en tant que chercheuse, où j'étais invitée à présenter ce livre dans des sphères à la fois universitaires mais aussi professionnelles, en parallèle de mon travail de coordinatrice et de chargée d'études pour le COREPS. Le COREPS, c'est une instance de dialogue social, donc j'avais une obligation de neutralité qui a été, je pense qu'on en reparlera, mes travaux en sociologie m'ont beaucoup aidé aussi à analyser les situations, les rapports de force en présence, etc. Mais du coup, la sortie du livre en parallèle jouait comme une espèce de coming out, c'est-à-dire que tout d'un coup, ça mettait en avant non seulement mes travaux, mais aussi, bon, je m'inscris dans une perspective de sociologie critique. Du coup, voilà, ça n'a pas été au départ si facile de jongler entre ces deux positions. Donc j'ai fait en sorte de bien séparer les choses, en tout cas, de séparer mon travail de chercheuse et de chercheuse qui présente ce travail-là et mon travail de chargée d'études. Et puis petit à petit, il y a eu de plus en plus de porosité et puis j'ai fini par trouver finalement une position d'entre-deux assumée qui fonctionnait à peu près. Voilà. Aussi parce que petit à petit, parce que le livre s'est mieux diffusé, il a fait l'objet au départ je dirais presque de polémiques. Et puis finalement, les polémiques se sont assagées. Et les polémiques, elles venaient surtout de gens qui n'avaient pas lu le livre, en fait, qui avaient lu l'article, qui était évidemment un peu qui posait une chose très dichotomique, qui posait l'échec de la démocratisation. Le livre est plus nuancé que ça. Mais du coup, ce qui est intéressant, toi, c'est que tu as vu beaucoup de projets avec des professionnels dans le champ artistique et aussi avec les travailleurs sociaux et donc du coup, comment ça se passe concrètement de travailler avec ces acteurs et du coup, quelle posture en tant que sociologue on adopte dans ce contexte? C'est une très bonne question parce que ça n'est pas facile au départ quand on vient du champ académique. Et puis, comme je vous disais que moi, j'avais tellement intériorisé mon illégitimité parce que je venais d'un autre milieu, etc. L'idée de revenir dans le monde du spectacle, je me disais, je vais à nouveau perdre en légitimité. C'est pas sérieux ce travail, c'est pas assez rigoureux, etc. Donc, ça n'était pas si facile que ça. Il y a beaucoup de projets pour autant art et sciences qui se développent, mais qui sont souvent, alors qui pas toujours, mais qui sont
beaucoup orientés vers la diffusion, par exemple, de savoir scientifique. Alors nous, dans le collectif, c'était pas du tout l'idée. Je précise que ce collectif-là, il s'est monté avec donc des chercheuses quand même, dont moi, qui avions quand même une bonne connaissance de ce que c'est qu'un processus de création, ce que c'est qu'un geste artistique, etc., et qui le prenions au sérieux. C'est important en fait. Mais aussi avec des artistes qui s'intéressaient beaucoup aux sciences sociales, s'intéressaient beaucoup à la méthode en fait. Et donc nous, c'est là-dessus qu'on a fait le choix de travailler et c'est là-dessus qu'on s'est trouvé. C'est autour de la méthode. Donc il s'agissait pas de diffuser un savoir que j'apporterais. Il n'y avait pas une division du travail avec la chercheuse qui va faire ses enquêtes et puis après les artistes qui vont mettre sur scène, mais au contraire un travail qui se tissait de manière collaborative. C'est la raison pour laquelle on a fait le choix de faire des ateliers. Certains ateliers ont donné lieu à spectacle parce que c'était une commande, mais c'était pas au départ l'idée. Et je travaillais avec des artistes qui avaient envie de sortir justement de cette logique de produire systématiquement des spectacles, qui voulaient être plutôt dans un processus de recherche en fait. Donc c'est plutôt comme ça que nous on a choisi ça. Et ce que je dirais, c'est que ça prend du temps, que quand même la question de ce qu'on cherche, par exemple les artistes posent constamment la question de la singularité. Ils sont tout le temps à la recherche de ce qui fait singularité, etc. Alors en tant que sociologue, on sait bien qu'on ne rejette pas la question de la singularité, mais on essaye quand même d'identifier les normes, les invariants, etc. Donc la question de sans arrêt rechercher la singularité de la trajectoire. Donc par exemple, ça c'était des endroits d'achoppement, mais petit à petit, on a effectivement construit des outils communs, qui sont des outils très originaux. Et ce qui nous a permis de nous lier, c'est l'éducation populaire. Ça vraiment j'y tiens beaucoup, qui est vraiment un outil qui relie et l'éducation populaire a été beaucoup mobilisée comme un outil de recherche aussi, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, mais l'éducation populaire a aussi mobilisé beaucoup le théâtre, etc. pour travailler. Donc ça a été, je trouve, un point d'achoppement, d'articulation assez chouette et puis qui correspondait aussi à nos aspirations militantes, cette idée en tout cas de faire des ateliers pour aider à se transformer collectivement. Et les travailleurs sociaux, alors nous dans l'expérience, ils sont arrivés un peu après, c'est-à-dire qu'on leur a proposé nos outils, ils s'en sont emparés. Ce qui est intéressant, c'est plutôt de voir ce qu'a fait le processus à ces travailleurs sociaux, c'est-à-dire que ces personnes avec lesquelles on a travaillé, alors c'est des gens qui venaient volontairement, donc qui étaient très disposés à interroger leurs propres pratiques. Ce qui se fait d'autant plus dans le travail social, parce que dans le travail social, il y a quand même beaucoup d'analyse de la pratique, hein, c'est très structurant dans ces métiers-là, et c'est quand même déjà une logique d'auto-analyse, etc. Donc je trouve que l'analyse de la pratique, elle n'est pas très éloignée de certaines pratiques de recherche en fait. Donc je pense qu'il y avait déjà aussi une intercompréhension là-dessus. Ce qui est intéressant sur ce que ça leur a fait, c'est qu'en fait, parmi le groupe de travailleurs sociaux avec lequel on a travaillé, donc il y avait une douzaine de personnes sur 2 ans hein, qui étaient là de manière très, très régulière, très assidue. On en a quasi les 2/3 qui ont quitté leur boulot, qui ont opéré une reconversion. Donc nous, ça nous a beaucoup interrogé justement sur la question de la posture critique et jusqu'où on pousse la posture critique au point que on n'arrive plus à travailler dans cette institution tellement on a dénoué des fils et tellement on voit bien que les choses sont un peu déterminées en dehors de nous. Et donc ça interroge plus sur les ambitions aussi de ces recherches-actions. Qu'est-ce que ça fait aux gens? Parce que voilà. Donc on continue à être en lien avec eux. Il y en a beaucoup qui sont partis vers de la formation, d'autres qui opèrent des reconversions assez radicales et qui font le choix de garder le travail social entre guillemets dans une forme plus militante, avec plus de liberté. Mais du coup voilà, en tout cas ça interroge sur les ambitions qu'on peut avoir là-dessus que nous on n'avait pas du tout interrogé. Hein. On voulait juste, je sais pas, naïvement changer le monde, répondre à cette demande, mais voilà, ça a des implications personnelles ultérieures, quoi. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur ton parcours, notamment de thèse, et nous en dire un peu plus sur la façon dont tes différentes expériences professionnelles se sont enchaînées? Donc plutôt études administration de théâtre, puis donc la thèse qui est venue après. À partir du moment j'ai débuté la thèse alors que j'étais encore administratrice et ça me posait question, j'avais le sentiment alors pas tant de la distance puisque je voyais bien l'intérêt qu'il y avait à connaître de près mon terrain de recherche en quelque sorte, mais ça me mettait en contradiction un peu, ça me mettait en position de désenchantement
désenchantement concret dans mon travail d'administratrice, raison pour laquelle assez rapidement après le début de la thèse, j'ai quitté ce champ-là, puis voilà, j'ai fait de l'enseignement, de la recherche, j'ai eu un peu d'argent qui a financé aussi cette recherche. Donc j'ai fait le choix en tout cas de quitter pour un temps. Je pensais que c'était plus définitif que ça le monde du spectacle pour me consacrer vraiment à l'enseignement et la recherche, me disant qu'il fallait la distance nécessaire. Aussi parce que et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui font une thèse mais qui ont eu une autre vie avant, j'avais intériorisé un sentiment d'illégitimité extrêmement fort et je me disais que je serais une vraie sociologue si je faisais les choses complètement à plein temps comme le faisaient mes autres camarades doctorants et doctorantes. Donc j'ai fait tout cela. J'ai fait une thèse assez longue pour le coup, qui m'a pris 6 ans. Après la soutenance, j'ai assez peu joué le jeu des campagnes de recrutement, toujours lié à ce sentiment d'illégitimité que j'avais. Je me sentais pas à la hauteur, etc. Donc j'ai fait campagne une seule année, puis après je me suis dit bon bah après tout je vais travailler en freelance, indépendante, etc. Donc j'ai multiplié les vacations, les contrats, etc. Ce qui n'a pas été très aisé, mais pour autant, je réalise aujourd'hui à quel point ça a été quand même des expériences extrêmement riches. Alors j'ai eu des expériences très différentes. J'ai travaillé vraiment comme apprenti sociologue, ingénieur de recherche sur un projet avec l'INED et le CNRS sur les relations de voisinage, donc qui n'avait absolument rien à voir avec la question culturelle. J'ai ensuite travaillé alors plus dans le domaine culturel parce que j'ai assez vite compris que c'est là-dessus que j'avais des choses à vendre en quelque sorte en tant qu'indépendante entre guillemets. J'ai travaillé pour le compte du musée du Louvre en faisant des études de réception du public. J'ai travaillé et là c'était à la fois c'était très intéressant de travailler avec une grosse institution et de saisir aussi que c'est des gens qui ont une vraie culture sociologique hein, pour le coup. Les chargés d'études au musée du Louvre ont une culture sociologique assez poussée, des gens qui ont fait des thèses, des masters en socio de la culture. Et pour autant, c'est un peu désarçonnant cette question de la relation à l'institution parce que on obtient la commande et puis après on a très peu de retour en fait sur ce qu'on a produit. Donc ça c'est une chose un petit peu particulière. Par contre, c'était un terrain de jeu assez chouette, c'est-à-dire que j'avais toute une aile du musée du Louvre pour travailler. J'avais mobilisé une dizaine d'étudiants pour m'accompagner et faire vraiment un travail de recherche un peu à la Passeron, donc à minuter le temps passé devant les tableaux, à essayer d'identifier quelles œuvres fonctionnent auprès du public. Il y avait tout plein d'actions culturelles qui étaient proposées. Et qui voilà, donc l'idée c'était de travailler sur cette réception là. Donc ça a été en tout cas une expérience vraiment de recherche intéressante, de collaboration, je dirais moins fructueuse en quelque sorte. J'ai également été chargée d'études pour ça a été vraiment super pour une structure qui s'appelle le Pôle Art Visuel, qui est malheureusement en train de fermer à cause des coupes de subventions de la région Pays de la Loire, qui est un pôle qui réunit professionnels des arts visuels en région Pays de la Loire, avec une série de salariés. Et là, j'avais une commande pour travailler sur la rémunération des artistes plasticiens au sein de la ville de Nantes. C'est une étude qui était cofinancée par la ville de Nantes. Donc là, il y avait une chose particulière d'avoir pour commanditaire une collectivité et en même temps ce pôle-là. Et ça, c'était super intéressant et ça a été pour le coup une expérience de recherche collaborative vraiment fructueuse qui dépassait très largement la commande. C'est-à-dire qu'au départ, ça paraissait être une commande et en fait, toute l'enquête, tout le processus d'enquête a été suivi par un comité de suivi composé de membres de ce pôle art visuel qui étaient des structures, des artistes, des intermédiaires, etc. Et ça s'est avéré d'autant plus intéressant que c'est des gens qui étaient passés par un processus qui s'appelle l'OPP, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est les observations participantes ou quelque chose comme ça, et qui sont des manières, en tout cas, pour les acteurs culturels, de mettre en place une espèce d'auto-analyse, d'auto-recherche. Et donc, ils étaient passés par ça. Et donc, quand je suis arrivée là, il y avait vraiment une acculturation mutuelle. C'est-à-dire que moi, c'est un univers que je connaissais assez bien, mais eux, ils étaient tout à fait sensibles à la question des sciences sociales, de ce qu'est la démarche méthodologique, sociologique, etc.
ça a été vraiment une très très chouette expérience. Sur quoi j'ai répondu aussi. J'ai eu aussi, alors ça c'était un peu hasard et même chose, je m'aperçois après coup que ça a été vraiment une expérience qui m'a beaucoup nourrie. J'ai été amenée à faire une enquête sur les pratiques d'animation dans plusieurs EHPAD du département de l'Ain. Le département de l'Ain, c'est un département qui est très rural. Et donc, voilà, avec des EHPAD notamment en partie municipaux ou privés, mais qui avaient une population très peu socialisée aux questions culturelles. Donc, la question, c'était aussi de poser la question de la justesse aussi des pratiques d'animation, de l'offre d'animation en EHPAD auprès de gens qui n'ont quasiment jamais eu de pratiques culturelles dites légitimes. Et voilà. Et ça avait été aussi assez passionnant, même si ça s'était fait dans un cadre assez contraint quand même financièrement. Notamment, voilà un petit peu. Donc j'ai eu pas mal d'expériences en tant que chargée d'études, en répondant à des commandes, etc. Toutes très passionnantes, mais avec donc son lot effectivement de précarité, contractuelle, etc. Puisque on est quand même sur des structures qui sont publiques ou semi-publiques qui passent commande et qui ont des moyens quand même somme toute limités. Même le musée du Louvre, pour le coup, et qui négocie quand même beaucoup à la baisse. Donc ça permet d'en vivre, mais très 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 chichement. Petit à petit, un peu fatiguée par tout cela, j'ai eu envie de renouer un petit peu avec le monde du spectacle. Je crois que j'ai eu un petit désenchantement aussi dans le monde de la recherche, qui ne l'a pas eu. J'ai cofondé avec des amis artistes et chercheuses un collectif qui s'appelle le collectif Travaux Publics, qui est un collectif qui se donne pour objectif en quelque sorte d'aider à poser un regard critique à l'aide des outils notamment de la sociologie critique, mais pas que, sur le monde social tel qu'il existe, à travers plutôt un travail d'atelier en direction voilà d'ateliers très utiles. Donc ce qu'on mobilise encore un peu, le collectif existe encore, c'est à la fois des outils des sciences sociales, des outils d'éducation populaire et des outils du théâtre pour travailler, en tout cas avec différents individus, pour essayer de travailler, les aider à mettre en perspective leur trajectoire, leur position sociale, les problèmes, les contradictions dans lesquelles il ou elle se retrouve, etc. On a eu 2 projets principaux dans ce cadre-là. On a eu un projet qu'on a mené à Villeurbanne. Villeurbanne, c'est dans le Rhône, la métropole de Lyon, où là, on a été amené à mener un travail d'1 année autour d'une socio-histoire de la ville de Villeurbanne à travers ses habitants. L'idée, c'était de retracer les trajectoires de différents habitants, des agents publics de la ville de Villeurbanne, des collégiens, des anciens, des gens qui habitaient en résidence senior. Et l'idée, c'était de retracer leur trajectoire géographique, sociale, professionnelle, etc. et de dresser à partir de ça une cartographie socio-historique de la ville de Villeurbanne. Donc ça, c'était assez chouette. Ça a été un moment où on a plutôt forgé nos outils en quelque sorte. Et ensuite, on a eu un travail de 2 ans qui s'est mené avec la MC 93 de Bobigny, qui est la maison de la culture historique de Seine-Saint-Denis, et la Fondation de France. Et là, c'est pas un projet qu'on a proposé, c'est un projet qui nous est tombé dessus en quelque sorte, puisque il s'est inscrit dans le dispositif des nouveaux commanditaires. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Le dispositif des nouveaux commanditaires, c'est un dispositif donc qui a été mis en place par la Fondation de France et qui proposait en quelque sorte de renverser le rapport de commande à des artistes au départ, mais ça existe aussi en direction de chercheurs. Et donc l'idée, c'est que ce sont des gens. Ça peut être n'importe quel type de gens qui vont passer commande à un artiste ou un groupe d'artistes ou un chercheur ou des chercheurs pour répondre à leurs problèmes. Et donc nous, on s'est retrouvés collectif Travaux Publics à se voir passer commande par un groupe d'habitants de Bobigny qui nous ont demandé de mener une recherche action qui devrait aboutir à un spectacle, ça c'était dans le cahier des charges qu'ils nous ont donné, mais aussi à des petites formes, qui devrait répondre à la question suivante qui était, très compliquée, comment agir ensemble? Alors nous on s'est retrouvés avec cette question, avec ce projet un peu étonnant, et ce qu'on a choisi de faire, et c'est un travail qui nous a occupé, disons, pendant 2 ans, ça a été de proposer de travailler avec un groupe de travailleurs sociaux de Seine-Saint-Denis, considérant qu'aujourd'hui, une partie de la question du lien social avait été déléguée à des professionnels du social.
qui ont un rôle en plus extrêmement important, très structurant dans le 93. Et donc on a mené 2 ans de travail avec un groupe de travailleurs sociaux, 2 ans donc pour le coup d'ateliers, avec pour le coup une mise en jeu très forte de la sociologie et des outils de la sociologie, entretien, socio-histoire, travail sur archives, etc. Le tout en collectif. Et ce travail-là a donné lieu en fait à la création d'un spectacle sur lequel moi j'étais plus en retrait. Je me suis retrouvée un peu comédienne, mais voilà, guère plus, qui s'appelle Le social brille brûle, avec un petit jeu de mots là-dessus. Et ce spectacle, qui était plutôt une grande forme, a joué dans des théâtres, mais on en a tiré des petites formes qui sont en fait des outils de présentation du travail à des travailleurs sociaux. Donc on va jouer cette pièce, enfin je dis on, mais plutôt mes camarades artistes vont jouer cette pièce auprès de travailleurs sociaux. Et l'idée, c'est d'amener justement à discuter et à proposer une espèce de socio-analyse de leurs conditions de travail, de l'état des institutions sociales, etc. Donc là, voilà ce que j'ai pu faire donc en quelques années. Et puis tout cela a été passionnant, mais la démultiplication des activités de recherche, de vacation m'a épuisée, m'a absolument épuisée, et j'ai eu besoin à un moment de me retrouver sur une seule mission. Et j'ai été à ce moment-là recrutée donc pour coordonner le COREPS dont j'ai parlé tout à l'heure, Comité régional des professions du spectacle. Et donc là, je me suis retrouvée donc à une place assez particulière, puisque je devais coordonner et animer cette instance qui est une instance de dialogue social qui réunit au niveau régional, DRAC, région, collectivités qui le souhaitent, organisations d'employeurs, syndicats salariés, pour travailler à poser un état des lieux, mais aussi des préconisations concernant les politiques culturelles et également les questions d'emploi et de formation dans le secteur. Voilà. Et là, j'ai pu quand même pas mal mobiliser pour le coup mes connaissances. Dans ma thèse, j'avais beaucoup travaillé sur les syndicats du spectacle, donc du coup, j'avais une bonne connaissance des rapports de force. Et puis il y a vraiment l'idée de travailler la question des professions, des métiers, qui a toujours été une ligne de force importante, que j'avais continué à travailler dans mon étude sur les arts visuels, sur le secteur des arts visuels. Et puis cette question des professions, en fait, l'air de rien, je l'avais beaucoup travaillé quand on avait bossé avec les travailleurs sociaux aussi de Seine-Saint-Denis, puisque la question du travail, des injonctions à la professionnalité, le travail réel, prescrit, c'était des questions que je travaillais finalement depuis longtemps. Et je crois que finalement ce travail au COREPS m'a permis de mettre en cohérence des choses que je pensais très incohérentes en fait. Voilà, et au contraire, je crois que ça m'a amené à réussir à articuler un petit peu tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la mise en cohérence dont tu parlais à l'instant? En fait, c'est compliqué parce qu'on nous demande, par exemple, quand on fait campagne, pour devenir maître de conférence, on nous demande d'avoir des parcours riches, mais si possible cohérents. Et puis, il faut toujours créer des discours de cohérence, etc. Et on sait que c'est une cohérence qui arrive a posteriori parce qu'on est pris dans des logiques où on répond aux appels qu'il y a, etc. Pour autant, là où je me suis aperçue qu'il y avait une certaine cohérence, alors bien sûr, il y a les objets d'études, c'est-à-dire qu'il y a quand même des objets sur lesquels on fait appel à nous, et donc dont on devient petit à petit quand même assez spécialiste. Et puis je crois qu'il y a une cohérence aussi dans les manières dans la méthodologie qu'on va mettre en œuvre, dans les références bibliographiques, théoriques qui sont les nôtres. Donc voilà, moi il me semble qu'en tout cas c'est peut-être avec un peu plus de maturité dans le métier que j'ai réalisé que petit à petit ces expériences-là ne faisaient pas que se sédimenter en fait, ou que se surajouter, mais au contraire elles se sédimentaient, elles s'articulaient, elles m'apportaient en fait pas mal de choses à chaque fois. Voilà. Et puis aussi parce que par exemple, je pense à cette étude sur les artistes visuels, ça m'a amené vraiment à travailler la comparaison en fait, et la comparaison entre différents champs disciplinaires, par exemple, qui est en fait tout à fait passionnante et qui recrée de la surprise ou de l'exotisme sur des sujets qu'on croit connaître par cœur en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est de cette manière-là que ça s'articule, je trouve, de mieux en mieux avec l'âge. Je crois que tu viens d'obtenir un poste de maître de conférence. Ouais, je viens d'être recrutée. En fait, j'étais plutôt bien dans ce travail du COREPS, mais le contexte politique devient non seulement très incertain et rendait le travail un peu difficile. C'est-à-dire dans un contexte où le dialogue social est utilisé
maintenant, j'ai presque fini mon travail, je peux être honnête là-dessus, mais est utilisé comme faire valoir. Et en réalité, je faisais travailler bénévolement notamment des militants syndicaux sur des sujets de fond qui sont extrêmement importants pour le secteur. Et en fait, c'est les travaux menés ne donnent lieu à aucun changement en réalité. C'est-à-dire que le dialogue social est de plus en plus une espèce d'écrin sympathique, mais qui est vidé de sa substance, en tout cas actuellement. Donc, ça me mettait effectivement dans une situation un peu compliquée, voilà. Raison pour laquelle je me suis dit bon ben je vais relancer campagne, moi qui avais fait très très peu campagne. Et puis je pense que toutes ces expériences glanées, la sortie du livre m'avait redonné peut-être une légitimité aussi. Enfin, pas redonné, mais m'avait enfin donné la légitimité qui me manquait il y a quelques années pour cela. Et après, alors ce qui est rigolo, c'est que moi je suis vraiment quelqu'un qui me suis formée dans les sciences sociales. Je suis une grande défenseuse des sciences sociales, de la méthode sociologique, et j'ai été contre toute attente recrutée en art du spectacle. Donc comme quoi, je vais continuer à maintenir un lien, en tout cas assez fort, entre les sciences sociales. J'ai été recrutée sur un profil sciences sociales, mais en art du spectacle. Donc cette articulation ne me lâchera finalement jamais, quoi. Un grand merci Marjorie pour ton témoignage. Le métier de maître de conférence n'est pas la seule voie empruntée par les anciens étudiants de sociologie qui souhaitent devenir chercheurs. Justement, dans le prochain épisode, nous prenons la direction de la ville de Tours pour rencontrer 3 anciens étudiants passés par la voie recherche du master de sociologie au Tanner. Ces 3 jeunes sociologues nous raconteront pourquoi et comment ils ont fondé l'an passé le collectif Plurabitus. Quelles sont leurs démarches et leurs projets au sein de ce collectif qui a intégré une coopérative d'activités et d'emploi spécialisée dans les activités artistiques, culturelles et numériques. À bientôt sur les routes de la sociologie.